Ah, les végétaux. Ils sont absolument fascinants. Ces organismes vivants sont capables d'une photosynthèse oxygénogène, et c'est unique dans le vivant. Parmi eux, on pourra citer les végétaux prokaryotes, tels les cyanobactéries, ou encore, chez les végétaux eucaryotes, les thalophytes, comme les algues, ou encore les lichens, et enfin les cormophytes, avec les angiospermes, les gymnospermes, les bryophytes et les ptéridophytes. Enfin, tout ce qui a été dit jusqu'à présent vient d'une classification encore assez souvent présentée dans les cours universitaires ou dans des ouvrages de botanique. Maintenant, je tiens à dire que cette classification, vous pouvez l'effacer de votre mémoire, parce qu'elle est complètement claquée au sol, merdique, et symbolise littéralement le non-sens et l'illogisme. Et bien sûr, je vais tout vous expliquer dans la mesure du possible dans cette toute nouvelle vidéo consacrée au monde botanique et à sa phylogénie. Commençons tout d'abord par présenter quelques bases de phylogénie. La classification phylogénétique, littéralement la genèse des phylums, permet la constitution de groupes en fonction des liens de parenté entre les différents taxons. Chaque groupe phylogénétiquement valide est défini par un ancêtre commun hypothétique, ainsi que tous les taxons dérivant de ce même ancêtre commun. L'ancêtre commun doit se définir par des caractères dits nouveaux, appelés une apomorphie. Tous les taxons dérivant de cet ancêtre commun et constituant le groupe dit monophylétique ou clade possèdent cette ou ces apomorphies. Comme ce caractère nouveau est partagé entre ces taxons, on appellera ça une synapomorphie. Cependant, un groupe phylogénétique ne peut bien évidemment pas se définir par des caractères dits ancestraux, à savoir une plésiomorphie. C'est le cas des invertébrés par exemple, qui sont définis par l'absence d'un caractère, à savoir une colonne vertébrale, ou encore des agnates, qui sont définis par l'absence de la mâchoire. Cela engendre la formation de groupes dits paraphylétiques, car le groupe possède un ancêtre commun hypothétique, mais tous les descendants n'y sont pas intégrés, donc c'est pas valide. Le dernier cas de figure nous intéresse tout particulièrement, car il est étroitement lié avec le terme végétal, ainsi que la classification présentée en introduction. Il s'agit de groupes définis par des caractères résultant d'une convergence, aussi appelée une homoplasie. Ces groupes sont dits polyphylétiques. En effet, lorsqu'on établit des groupes dits polyphylétiques, on invente littéralement des ancêtres communs hypothétiques. Et oui, un exemple simple serait de rassembler les genres Prionosuchus et Sarcosuchus dans un seul et même groupe, car ces derniers auraient des caractéristiques communes comme des mâchoires longues et étroites pourvues de dents coniques. Pourtant, le Prionosuchus est un ténospondyle, et le Sarcosuchus un crocodiliforme. Un groupe composé uniquement de ténospondyles et de crocodiliformes n'aurait pas de sens d'un point de vue phylogénétique, car il n'y a tout simplement pas d'ancêtre commun. Dans le monde végétal, les grands lycopodes arborescents du Paléozoïque supérieur ne peuvent constituer un groupe, avec les acrogymnospermes par exemple, du fait qu'ils aient développé une forme d'arborescence. Il s'agit d'une homoplasie, et il n'y a pas d'ancêtre commun. Tous les caractères n'ont donc pas la même valeur pour constituer des liens de parenté et des groupes phylogénétiques. Seules les synapomorphies comptent et permettent d'établir des groupes monophylétiques qui sont les seuls valides. Ainsi, les termes arbre, algue ou encore végétal sont du groupe totalement polyphylétique et ne sont donc pas valides. Maintenant que les explications sont faites, passons à la critique proprement dite de la classification du monde végétal. Le terme de végétal renvoie à l'ensemble des organismes capables de photosynthèse, qu'elles soient oxygénogènes ou non par ailleurs. Ainsi, le groupe peut être constitué de bactéries photosynthétiques, comme les cyanobactéries. Côté eucaryote, on aura deux groupes caractérisés par la structure du corps végétal. D'un côté, les thalophytes, qui se définissent par la présence d'un thale, une structure dépourvue d'organes différenciés comme des feuilles ou des racines. Ils peuvent être cependant pourvus d'une différenciation de tissus comme le thale des algues brunes, souvent organisées en cladomes. Ainsi, on comprendra les algues, les lichens... et les quoi ? Des champignons ? Mais ça n'a aucun sens ! Pourquoi, bordel, intègre-t-on les mycètes? Ça n'a strictement rien à voir et ils font même pas de photosynthèse. La logique est morte. Bref, on va cesser de parler de ça, sinon je vais m'énerver. C'est déjà fait. Enfin, on a les cormophytes, pour terminer, qui sont définis par la présence d'un corbu, une structure qui s'oppose directement au thale, car pourvu d'organes différenciés comme les feuilles, les racines et la tige. Pourquoi cette classification n'est pas du tout valide?
conformément à la méthode dite cladiste. Le simple fait que les végétaux se définissent par la photosynthèse et par un métabolisme dit autotrophe, puisant leur carbone dans du CO2 atmosphérique, fait des végétaux un groupe totalement polyphylétique. En effet, la photosynthèse est un ensemble de réactions métaboliques que l'on peut retrouver chez les cyanobactéries. Cette dernière caractérise aussi les algues, car issues des endosymbioses successives, à savoir une cellule eucaryote phagocytant une cyanobactérie qui, au cours de l'évolution, donna une organisme cellulaire, à savoir le chloroplaste. Cependant, les endosymbioses ont eu lieu plusieurs fois au cours de l'évolution, constituant des groupes dont le seul lien de parenté est le fait de faire de la photosynthèse. Ainsi, les algues constituent un sacré gros bordel, comme vous pouvez le voir sur cette représentation simplifiée des endosymbioses. Ainsi, on retrouvera des straménopiles et des streptophytes dans un seul et même groupe, celui des algues. De plus, il faut rappeler que certaines plantes ont perdu le métabolisme photosynthétique, devenant des plantes hétérotrophes, souvent parasites d'autres plantes ou même d'animaux. Par conséquent, ces plantes résultant d'une réversion évolutive, avec la perte d'un caractère, ici la photosynthèse, sont exclues des végétaux. C'est le cas de la Rafflesia par exemple. N'est-ce pas, Dr Nozman? Bref. Vous l'avez compris, le terme végétal est totalement incorrect et doit être banni d'un discours rigoureux en botanique ou en biologie. Quant aux algues et aux arbres, ce sont des termes descriptifs qui n'ont aucune valeur phylogénétique. On peut par contre les utiliser quand on parle de paysagerie, quand on parle d'écosystème par exemple. Ça aide. Au cours des temps géologiques, divers clades, aujourd'hui représentés par des taxons herbacés, ont présenté des formes arborescentes. C'est le cas des arthrophytes avec les calamitales ou encore des lycophytes avec les lépidodendrales. Même aujourd'hui, des taxons comme les acrogymnospermes, les monilophytes ou encore les angiospermes peuvent admettre des formes herbacées ou arborescentes. Un exemple simple sont les poales, que l'on assimile souvent aux graminées. Or, même si la quasi-totalité des poales sont des herbacées, on retrouve aussi des formes arborescentes, comme les bambous, à savoir le Philostachys edulis. Parlons maintenant de la classification des plantes. Les plantes, telles qu'on l'entend aujourd'hui, sont des organismes pluricellulaires métabiontes. Les plantes constituent le groupe frère des rhodophytes, ou algues rouges. Ce sont les chloroplastidés. On distinguera chez les chloroplastidés les chlorophytes et les streptophytes. Ce qu'on appelle des algues vertes sont en réalité toutes les chloroplastidés, en excluant les embryophytes, ou plantes terrestres. Les algues vertes forment donc un groupe paraphylétique. Le clade des embryophytes constitue le groupe le plus diversifié des chloroplastidés, et même des métabiontes dans leur ensemble. Il se caractérise par la présence des organes sexuels femelles, à savoir les archégones, et d'organes sexuels mâles, les entéridies. Chez les embryophytes, les sporophytes se développent en parasites sur le gamétophyte femelle, ce qui a donné le nom d'embryophytes. Les premières embryophytes ont été des mousses se développant sur les littoraux des continents du Paléozoïque inférieur, plus précisément au cours de l'Ordovicien inférieur. Les mousses, au sens monophylétique, forment les bryophytes, groupe frère des hépatiques ou marcantiophytes. Les anthocérophytes et les trachéophytes forment deux autres clades des embryophytes. Les trachéophytes sont des plantes vascularisées, se caractérisant par la présence d'un xylème et d'un phloème. Chez les trachéophytes, deux clades se distinguent, les lycophytes, que nous avons déjà vus dans plusieurs vidéos concernant les flores carbonifères et permiennes, et que nous verrons très prochainement, c'est-à-dire dans 6 mois. Le deuxième clade est celui des zoophilophytes, un clade d'embryophytes dont la synapomorphie principale est le développement d'euphiles, ou mégaphiles, à savoir de larges feuilles. Les zoophilophytes sont constitués de deux clades, les monilophytes qui forment un superbe râteau entre les philicophytes, à savoir les fameuses fougères, les arthrophytes qui rassemblent les prêles ou équisétales, et les groupes éteints des sphénophilales, et enfin le taxon totalement éteint des cladoxylopsides. Pour terminer, les spermatophytes ou plantes à graines constituent la quasi-totalité des flores continentales actuelles, développant des formes arborescentes. On retrouve chez les spermatophytes un nouveau joli râteau, constitué de 3 clades, les acrogymnospermes, les angiospermatophytes et les ptéridospermatophytes. Les acrogymnospermes forment un grand clade constitué de spermatophytes toujours représentés aujourd'hui, comme les ginkgos, les cycas, les pinales et les gnétales. Mais il y a aussi des taxons éteints, comme les bénétitales, les volziales ou encore les cordéitales. Enfin, les angiospermatophytes sont de loin les métabiontes les plus diversifiés, avec plus de 318 000 espèces décrites actuellement. Parmi les synapomorphies du groupe, il y a bien sûr la fleur,
ou encore la présence d'un ovaire enveloppant les ovules qui se développera en fruit. Parmi les angiospermes les plus connus et les mieux représentés dans nos écosystèmes modernes, il y a les magnolidés, les monocotylédones comme les arécales, les orchidacées, les liliacées et les poacées, ou encore les eudicotylédones, qui comptent par exemple les rosidés, comme le célèbre baobab, ou encore les astéridés, etc. Cette vidéo est à présent terminée, et en guise de conclusion, je tiens à dire que la classification phylogénétique des chlorobiontes a grandement évolué ces 20 dernières années. Rien que chez les angiospermes, avec le progrès de la phylogénie moléculaire. De nombreux groupes ont été redéfinis, comme les nymphales, qui ont été séparés des magnolidés pour constituer un des groupes les plus basals des angiospermatophytes, ou aux côtés des amborellales. Donc il est important de garder en tête que ce qui a été dit dans cette vidéo sera tôt ou tard remis en question, voire totalement réfuté et actualisé. En tout cas, une chose est sûre, il ne faut plus utiliser le terme végétal si l'on souhaite être un minimum rigoureux en sciences. À la place, il est préférable d'utiliser le terme plante si l'on accepte d'intégrer une partie des algues, celles constituant avec les embryophytes le grand clade des chloroplastidés. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que si une personne dit encore une fois que les champignons sont des végétaux, je le...